The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle interview en compagnie cette fois de Johan Brogol. Salut Johan. Salut Bolgara, salut tout le monde. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Le printemps arrive, les oiseaux chantent, je suis content. Est-ce que c'est la révolution au printemps, on peut dire ? Le printemps, c'est le mois de la révolution un peu, non ? Enfin, la saison de la révolution plutôt. Tous les mois. Mais oui, c'est vrai. C'est plus facile. Ouais, ça devrait être toute l'année, ouais. Plus facile quand il fait beau de se motiver à faire des choses que quand il fait moins beau, mais bon. Mais c'est vrai qu'historiquement, il y a eu beaucoup de mouvements révolutionnaires au moment du renouveau du printemps, j'ai l'impression quand même. Enfin, on a des exemples historiques en tête qui viennent assez facilement, peut-être. C'est vrai. Comme mai, par exemple. Voilà, mai. Ou bien la révolution des œillets, je crois que c'est à fin avril. Je pense que c'est 25 ou 26 avril de mémoire. Enfin, voilà, donc on a des mouvements comme ça. Peut-être que c'est effectivement plus facile de se révolter, d'aller dehors et de porter un discours révolutionnaire quand il fait un peu meilleur qu'en plein hiver, quand il fait moins 10. C'est pas facile de se révolter, mais c'est vrai que d'avoir, entre guillemets, pas se préoccuper de choses qui sont plus terre à terre. On sait que les peuples les plus opprimés se révoltent moins que quand il y a un peu de bourgeoisie ou d'intellectualisation, parce que ça permet d'avoir un peu de temps pour se révolter, et que c'est important aussi. Ouais. Tu es le fondateur de Subverti, qui est une maison d'édition de jeux de société, que tu as fondée en 2019. Mais avant de parler de ce projet et aussi, on l'a déjà compris en préambule, d'engagement, parce que c'est, je pense, un terme qui t'est cher. On va revenir un peu sur ton profil de joueur, savoir un peu comment tu as commencé à jouer aux jeux de société, vers quel âge, comment tu en es venu après, de passer de joueur à avoir envie de fonder ta propre société d'édition. Alors moi, je pense assez classiquement, quand j'étais plus jeune, j'avais une famille qui était assez preneuse de faire des petits jeux de société en famille. Alors évidemment, les grands classiques, alors peut-être pour parler pas des ultra grands classiques, on jouait à des choses comme Risk, comme Tintin et le Totem d'Or. Je sais pas si tu connais ce jeu avec Ouais, j'en ai déjà entendu parler. à base d'aimants où il fallait trouver les bonnes cases, qui est assez marrant, qui évidemment aujourd'hui a vieilli, mais qui ont marqué ma jeunesse, ou même encore plus jeune, des choses comme Labyrinthe, qui au final était assez moderne par rapport à l'époque. Donc j'ai toujours un peu joué quand j'étais enfant, en famille, avec mes parents et mon frère, et toujours de façon assez. Mon frère et moi sommes assez compétiteurs, et je pense que ça a un peu nourri le côté de jouer dans un cadre, dans ces règles qu'on a, où on essaie de faire au mieux, et en fait ça permet d'apprendre plein de choses, ça permet d'apprendre à perdre, ça permet d'apprendre à jouer, d'apprendre des stratégies, enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui ont marqué mon enfance. Donc pour moi, j'ai toujours un peu joué. Alors c'est vrai qu'après il y a des époques où à l'adolescence ou jeune adulte, il y avait moins peut-être plus des jeux d'ambiance ou un peu moins de jeux, et après c'est revenu plus tard à travers classiquement aussi, à travers les jeux d'apéro. Plus ou moins joué à ça, mais ça créait aussi une ambiance différente, ça permettait de casser la glace pour faire autre chose que juste boire des coups, on va dire, pour dire ça un peu de façon stéréotype. Je crois que c'était une activité intéressante, et moi je l'ai toujours aussi un peu relié aussi au sport, que je considère comme un jeu, en fait de s'abandonner dans un moment présent. Parfois aujourd'hui d'être dans le moment présent avec toutes les interactions qu'on peut avoir à différents niveaux, et que le jeu de société, comme on le nomme en français, il permet un peu ça, de revenir à un moment réel où on s'autorise à à s'amuser, mais dans un cadre avec des règles qui nous autorisent à faire des choses qui sont peut-être pas autorisées dans un cadre social bien défini. Ok, donc t'étais, oui, c'est vrai ce que tu dis, un parcours classique, et vraiment là c'était juste un hobby comme ça ponctuel, c'était pas encore une passion. Ah, clairement, j'avais même pas idée que ça puisse être une passion, que ça puisse être un métier, ou que ça puisse. Enfin, c'est des choses qui existent, surtout quand t'es plus jeune, qui font partie de ton environnement en fait. Et le jeu fait partie de l'environnement, et en plus à l'époque c'était pas trop marqué qu'il y avait des artistes derrière les jeux, donc c'était vraiment plus vu comme du produit. On connaissait les noms des éditeurs, mais qui étaient des éditeurs qui étaient plus, qui n'étaient pas spécialisés dans le jeu en fait. Oui, c'était souvent du jouet, plus du jouet que du jeu, et effectivement je crois qu'il n'y avait même pas marqué les artistes sur les boîtes. J'ai aucune idée qui a créé Labyrinthe ou Risk en vérité.
Bon, Monopoly, je le sais parce que historiquement, il y a eu. C'est très intéressant, mais. Oui, il y a un sujet particulier sur le Monopoly, mais c'est vrai que je pense même Cluedo, moi je sais que c'est un couple, mais je suis incapable de me souvenir de leur nom, quoi. C'est ça, c'est scandaleux. Nous ne connaissons même pas nos classiques. Bon, après, ça se retrouve aujourd'hui, heureusement. Enfin, cela dit, je sais pas si tous se retrouvent, mais il me semble que. Là, je regarde Cluedo, Anthony Pratt. Oui, c'est ça. Je pense que le nom de sa femme devait pas y être à la base, de toute façon. Enfin, je pense que. Oui, c'est ce que je vois ça. Encore un sujet classique. Un sujet classique. Je pense que c'est après coup qu'ils ont rectifié pour dire que c'était bien un couple, un homme, enfin voilà, un couple qui avait créé le jeu et pas juste monsieur. Et donc, à quel moment tu bascules? En fait, tu as la bascule qui se fait où ça devient vraiment une passion. C'est avant de penser à être éditeur, j'imagine. Enfin, c'est d'abord ça fait ce cheminement d'un hobby ponctuel comme d'autres activités, c'est devenu vraiment quelque chose qui a pris énormément d'importance dans ton existence. Alors, en fait, c'est pas vraiment passé par la passion. Enfin, je suis passionné de jeux en général, mais ça s'est fait un peu de façon détournée. Il y avait, quand j'étais à ma vingtaine, je jouais à des jeux sur Internet, un peu ça, des jeux par navigateur. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est du style Nawak, Idéo le jeu ou O-Game, qui étaient des petits jeux qui n'étaient pas des vrais jeux vidéo, mais des petits jeux qu'on peut jouer en gros en cliquant sur des cases et en se déplaçant, qui en fait ont plein de parallèles avec les jeux de société, qui sont un peu entre le jeu de société et le jeu vidéo. Je trouve ça assez fascinant de pouvoir créer une communauté en fait sur des petits sites comme ça, où en fait le jeu était assez basique ou bête ou rigolo, mais ça fonctionnait. Et j'ai eu envie de créer le mien en fait. C'est un peu un truc de dire, ah c'est rigolo, ça existe, moi j'aimais bien. J'étais toujours été curieux là-dessus, je me dis tiens c'est marrant comment on pourrait faire ça et créer ça. Et à l'époque j'avais acheté un nom de domaine qui s'appelait worldofrevolution.com et j'avais commencé à me dire oh, c'est trop bien, je vais faire ça, ça va être facile. Et évidemment ce n'était pas facile et c'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop ambitieux et tout ce qu'on veut. Et j'avais créé un petit jeu qui fonctionnait pas trop, je l'avais ouvert à deux trois amis à mon entourage, on s'était amusé un peu dessus avec tous les bugs qu'il y avait et c'était marrant. J'avais oublié le projet, la vie passant. Et 10 ans plus tard, j'ai eu une alerte qui me disait ah bah votre nom de domaine arrive à expiration. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Et je me suis dit ah mais c'était bien ce projet que j'ai jamais fini. Et je me suis dit c'est dommage de pas l'avoir fini. Je me dis je vais le faire de façon plus facile, naïf que j'étais. Je vais en faire un jeu de société. Ok. C'est comme ça que je suis rentré dans le côté création. Dans ton imaginaire, c'était plus facile à faire à ce moment-là. Oui. Qu'est-ce qui te faisait penser que c'était plus facile? Parce que ça enlevait le côté on va dire développement informatique. Qui est vraiment, pour le coup, une complexité qui peut être assez forte. Et que cette impression je pense que c'est pas entièrement une impression, il y a quand même une part de vérité là-dedans, même si c'était évidemment beaucoup plus complexe que ce que je croyais quand je suis lancé là-dedans. C'est qu'il y a un petit côté où on peut un peu, comme on peut écrire un livre dans son garage, on peut un peu créer 2-3 règles dans son garage et ça peut faire quelque chose qui fonctionne. Là où effectivement un jeu vidéo, c'est un peu plus dur, même si en vérité, il y a des jeux indés. Alors, je me suis clairement éloigné du côté jeu vidéo pour plein de raisons, mais il y a des indés qui arrivent à créer tout seul quelque chose, ça, c'est pas impossible. Mais il faut quand même une compétence technique. Par exemple, moi, typiquement, qui suis aucune connaissance en informatique, demain, même si je pourrais pas par moi-même fabriquer quelque chose qui ressemblerait à un jeu vidéo, alors que même en découpant mal et tout, j'arriverais peut-être, si j'avais une idée géniale, à sortir un truc qui ressemblerait à un jeu de société. En tout cas, il y aurait au moins l'idée, le concept, il serait montrable, même si c'est mal exécuté, quoi. C'est ça. Dans l'impression, comme écrire un livre, tu peux écrire des lignes, t'écris 20 lignes, t'écris 12 pages, ça fait un livre. Alors, ça veut pas dire qu'il est bien écrit, qu'il est lisible ou n'importe quoi. Faire un film, c'est un peu plus compliqué, quoi, si t'as pas du tout Voilà. Il te faut une caméra, il te faut du matériel, donc il y a un petit côté en accès technique peut-être, une petite différence. Là où le jeu de société, c'est pour ça que je parle du livre, en vrai, il faut un bout de papier et un crayon, tu peux créer en tout cas une ébauche, mettre sur papier une idée. Bon, évidemment, derrière, il y a plein de complexité, et maintenant que je suis dans le milieu, c'était complètement naïf de se lancer là-dedans, mais c'est aussi comme ça que j'aime beaucoup ça qu'on apprend. Enfin, je trouve que c'est vraiment de se confronter aux choses et de pas hésiter à y aller, plutôt agir que de rester, entre guillemets, dans sa tête pour se confronter à la créativité, à l'imagination, toutes ces choses-là, et du coup, c'est très intéressant. Après, encore une fois, on peut le faire aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu peux filmer quelque chose, tu prends des sites qui proposent des sandbox de choses qui sont faisables. En vrai, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est vrai que on peut faire beaucoup de choses par nous-mêmes, mais voilà, en tout cas, il y en a qui sont plus ou moins faciles et dans l'immédiateté, qui ont une sorte d'immédiateté plus forte. Et donc, du coup, tu décides de repartir de cette idée-là, qui était une idée assez ancienne que tu avais, et de passer côté jeu de société. Exactement. Mais à ce moment-là, c'est purement tu fais ça à côté, en fait.
Oui, je travaillais. Alors à l'époque, je travaillais chez Ulule, la plateforme de financement participatif au Canada. Ok. Et en gros, bon, comme j'ai beaucoup de réflexions politiques sur le travail et tout, j'avais en gros il y a un jour où je travaillais pas, quoi. Et du coup, je consacrais cette journée-là, toutes les semaines, à avancer sur ce projet-là, en parallèle de mon travail de l'époque. Et je profitais de l'écosystème, parce que du coup, comme Ulule, c'est du financement participatif, il y a à la fois beaucoup de créateurs et de créatrices qui viennent. On faisait des événements, des choses comme ça. Il y avait les collègues le midi. Donc en fait, je le faisais beaucoup tester, beaucoup jouer autour de moi, pour le faire évoluer en fonction des retours des gens. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé mon premier jeu, avant de créer la maison d'édition après. Mais c'était vraiment un cheminement de dire j'ai envie que ce projet-là existe, que ce soit pas juste un projet, qui devienne concret, qui devienne un objet. Et le processus de création a été vraiment très stimulant et très intéressant. Et aussi très intéressant par rapport à ce que ça créait chez les autres, de partager un moment en dehors du jeu et de ses qualités ou de ses défauts. Vraiment ce côté où tu te dis mais en fait le jeu de société c'est génial, on se retrouve sans écran. Enfin, ça a vraiment créé les fondements de tout ce qu'aujourd'hui je défends à travers Subverti, parce qu'il y avait aussi le thème, je dis World of Revolution. Le thème, c'était de faire la révolution. C'était vraiment un truc très direct sur, tiens, c'est marrant, explorons des sujets qui n'ont pas été explorés dans les jeux de société, jeux vidéo, ou peu en tout cas, par rapport à ce que je voyais qui existait, quoi, qui justifiait de créer ça aussi et de pas juste recopier des choses qui existent. Donc, tu avais déjà aussi l'idée, on en va en parler un peu après, mais tu avais déjà l'idée d'aborder des thèmes qui n'étaient pas les thèmes mainstream qu'on retrouvait dans les jeux, qu'on retrouvait dans les jeux et qui sont souvent très semblables les uns aux autres. Exactement. Voilà, et ce qu'on déplorait, on déplore souvent, c'est le manque de diversité en fait. C'est pas que c'est des thèmes qu'on n'aime pas, mais c'est qu'il y a parfois un manque de diversité qui est quand même assez marqué. Donc toi, tu avais déjà aussi à ce moment-là cette envie-là, quoi. Exactement. En fait, du coup, je l'avais déjà depuis, quand je l'ai fait 10 ans avant. C'était même préalable en fait à l'idée de faire des jeux, quoi. Oui, c'est ça. C'était même avant de bien connaître, même en connaissant pas du tout le monde du jeu de société moderne, pour l'appeler comme ça. Je trouvais déjà que globalement dans la société, il y avait un shift, enfin il y avait une tendance à utiliser l'art, ou en tout cas le côté divertissement, comme quelque chose de justement très divertissement, très du pain et des jeux, et pas du tout politique et artistique et de réflexion. Et je trouvais ça dommage, parce que je trouvais que c'était un très bon outil et même pas forcément de révolte, juste de conscientisation de ce qu'on est, de l'humanité, de toutes ces choses-là en fait. Donc ça préexistait un peu à ça. Et justement, les exemples que j'ai pris tout à l'heure de jeux auxquels je jouais sur le navigateur, O-Game, c'est un monde futuriste. Nawak, c'est un monde où on joue des nains de jardin. Et Ideo, c'est un monde d'elfes et de dragons, en gros. En fait, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, parce que c'est les thèmes classiques de la fiction. Ce qui est très bien, hein, ça a plein de vertus et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y avait un peu cette réflexion de dire, tiens, c'est marrant, les livres que je lis moi de mon côté, beaucoup, alors pas tous, hein, il y a des exceptions évidemment, et aujourd'hui il y a des nouveaux auteurs, de nouvelles autrices qui font des choses très intéressantes, mais beaucoup de classiques sont en fait très engagés, notamment dans l'anticipation que j'affectionne beaucoup, qui est quasiment philosophique, et en fait qui ont été écrits dans les années 50, 60, 70, n'importe quoi, et je trouvais que moi à mon époque, je trouvais que ça manquait un peu d'œuvres qui ont des réflexions profondes. Qui avait un propos qui était avec un double niveau de lecture. Exactement. Qui faisait de la fiction, mais avec une vraie en assumant un propos politique, qui aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin en tout cas, il y a 15 ans, et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui, on a tendance à effacer pour dire, ah non, le divertissement doit surtout pas être politique. Parce que le divertissement est là pour nous faire oublier le monde réel, ce en quoi je m'inscris en faux, parce qu'évidemment, pour moi, c'est une excuse pour... c'est là où on différencie le divertissement pur en termes de... On réfléchit pas, et le divertissement artistique, pour moi, forcément un propos, parce que quand tu parles de regrouper des gens, ou que des gens réfléchissent ensemble à un sujet, de fait, par définition, ça devient politique. Et je trouve que l'art permet de le faire de façon très, très intelligente, en fait, en prenant les gens pour des gens et pas en prenant les gens pour des idiots, quoi. Donc oui, tout ça préexistait à la réflexion, et ça s'est développé, là, je le dis maintenant avec ces mots-là, avec l'envie de dire, en fait, il faut pas attendre, il faut pas être juste dans mon coin en train de dire, oh, je suis pas content, ou la vie est pas comme il faut, ou la société, elle est pas gentille, tu vois. Juste de dire, en fait, je vais y aller, je vais proposer quelque chose, et je vais essayer de changer les choses à mon petit niveau, et apprendre au passage. Donc à la fois d'un point de vue individuel, à la fois d'un point de vue sociétal, et à la fois d'un point de vue réflexion, on va dire, philosophique, pour simplifier la vision. Ce que tu disais, c'est que toi, tu es quand même quelqu'un qui est tourné vers l'action, en fait. Enfin, tu considères que c'est indispensable à un moment d'agir, et donc c'est aussi ça qui a guidé le fait que tu transformes l'essai, en fait, et que tu te lances vraiment dans l'aventure. Oui, c'est ça. Je suis convaincu que les choses changent plus, que les deux sont nécessaires. De toute façon, je suis quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher entre guillemets, de penser, mais je suis convaincu que c'est
indispensable de penser, mais penser sans agir, ça ne fera jamais rien, alors que agir sans penser, ça fait des choses. Donc, il faut mieux d'abord agir, et parfois c'est très dur, parce que quand on se pose plein de questions, on a tendance à être bloqué par une chape totale de « Ah, mais du coup, les implications », enfin bref, on peut se perdre dans les pensées. Mais j'essaie toujours de garder cette chose de vaut mieux agir. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est une citation anglaise, mais better done than perfect, qui veut dire vaut mieux faire quelque chose et que ce soit imparfait que de chercher la perfection, parce qu'en fait, en cherchant la perfection, on ne fait rien du tout. Ouais, on ne fait rien, ouais. Et en fait, on ne changera jamais rien. Et après, ça dépend ce qu'on veut. Moi, je suis, entre guillemets, volontaire pour changer les choses, parce que j'estime qu'on pourrait aspirer à des sociétés bien meilleures, bien plus humaines, plus artistiques, enfin plein de choses un peu utopistes. Mais en fait, je revendique ça. Je revendique l'utopie, parce que je pense que c'est qu'en allant chercher l'utopie, en allant vers l'utopie, on améliorera le quotidien de tout un chacun, quoi. Donc c'est vraiment une vision philosophique, quoi. C'est-à-dire que même si on n'atteint pas la perfection, au moins on s'en rapproche. C'est ça. Et même si elle est inatteignable, au moins on essaie d'y aller, et ça peut pas, enfin a priori, même si encore une fois historiquement il peut y avoir des cas où des fois ça rend du moins bien les choses, mais globalement si on estime que les choses sont pas bien, bah en fait bougeons-nous au lieu de dire ah bah c'est pas bien, je suis pas content ou je suis pas contente, et juste d'être dans un état entre guillemets pas très agréable. Mais je partage ton opinion sur le fait que en fait, si on ne fait rien, enfin, on peut pas se plaindre et constater que ça ne fonctionne pas et ne rien faire pour le changer, et on comprend bien que d'un point de vue, justement, ceux qui ont le pouvoir ont tout intérêt à toujours présenter les actions individuelles comme dépourvues de sens, ou en tout cas dépourvues d'efficacité, pour inciter en fait à une forme d'inertie qui permet de conserver le pouvoir et de pas remettre en question les fondements de notre société, quoi. Et à faire croire que la société est une chose immuable, qui ne bouge pas et qui est infinie, alors qu'on sait très bien que ça ne l'est pas. Et puis historiquement, on n'a que des exemples ça n'est jamais resté immuable, au contraire, quoi. Mais là, je pense qu'on est dans une analyse plutôt marxiste de l'histoire, hein, qui est. Oui, évidemment. Du coup, ma vision est évidemment très, très portée, on va dire, sur ce qu'on appelle la gauche en général, une vision à la fois humaniste et qui se rapproche de thèses comme des choses qu'a pu dire Marx. Et il y a plein de gens qui ne partagent pas ça, mais dans cette analyse-là, oui. Enfin, les gens qui pensent, qui ont ces façons-là d'analyser les sociétés, c'est toujours la même. Enfin, les conclusions se rapprochent, quoi. Même si après, voilà, la façon de faire peut différer et la façon de visualiser les choses peut différer. Mais quand on parlait de révolution au début, pour repiquer là-dessus, c'est vraiment cette idée de dire, si on veut améliorer les choses, il y a plusieurs façons d'estimer qu'on change les choses. Mais si on peut être d'accord sur une chose, c'est que de ne rien faire, c'est sûr que ça changera rien. Oui, ouais. Ou alors, ça changera par exemple, si on parle d'écologie, si on fait rien, il y a un mécanisme qui est lancé, donc le mécanisme, il arrivera au bout, il fera son résultat des données qui sont faites, enfin des actions qui sont pas faites aujourd'hui, quoi. Donc, ok, donc tu fais le jeu, enfin tu te lances dans le jeu. À ce moment-là, t'es pas encore dans la création de Subverti, en fait. Enfin, t'es encore dans l'idée que c'est un à côté pour toi. Oui, parce que je ne conçois même pas qu'on puisse en vivre, entre guillemets, ou en faire une activité à plein temps. Et du coup, dans quel ordre se sont faites les étapes? C'est-à-dire que tu as d'abord fait le jeu, puis ensuite tu t'es dit je vais faire une maison d'édition, ou c'est en cours de développement du jeu que tu t'es dit là il me faut une maison d'édition pour derrière supporter en fait le projet? En fait, c'est fait assez naturellement, je vais le dire d'une certaine manière, parce que avec un thème comme ça, j'ai même pas essayé de le proposer à des maisons d'édition existantes, parce que je voulais contrôler le propos du jeu. Du coup, il y avait un propos qui était en gros dans le jeu. Alors, il est actuellement en rupture et j'aimerais bien le ressortir en améliorant quelque chose mécanique, mais globalement, le propos du jeu, c'est de montrer que la révolution, c'est pas un truc horrible et qu'en fait, c'est juste une organisation, on va dire, des gens entre eux pour remettre en cause quelque chose de préexistant. Et du coup, ça se base sur. C'est une vulgarisation de vraies théories politiques, de dire si le pouvoir est en place grâce à plusieurs piliers. Donc, dans le jeu, les piliers, c'est l'économie, la violence et la communication, en gros. Mais dans les faits, c'est des choses comme la légitimité d'un pouvoir en place, des choses comme ça, et de montrer qu'en fait, si par exemple demain le vote dans une société démocratique n'est plus reconnu comme ayant une valeur, ça diminue la légitimité du pouvoir qui est en place. Donc c'est vraiment basé sur un vrai propos. Et donc je voulais maîtriser ce propos et pas qu'il soit dévoyé pour des raisons de faire un objet qui fonctionne en termes de succès économique, par exemple. Donc je me suis tout simplement lancé dans l'auto-édition, qui est le chemin qui paraissait naturel pour faire comme je l'entends, en fait. Et en faisant de l'auto-édition, je me suis confronté encore une fois à cette action de en fait, je vais faire. Et en faisant, j'ai appris plein de choses au fur et à mesure qui, en fait, étaient liées à de l'édition, plus classiquement, sur comment on fabrique, comment
comment on vend, enfin, toutes ces choses, toute l'édition, quoi. C'est vraiment une démarche empirique, quoi. C'est vraiment une démarche empirique dans le sens où c'est finalement, tu t'es dit, je fais et j'apprendrai, je constaterai éventuellement les erreurs et ce qui fonctionne et puis après ça me resservira ou pas, mais en tout cas voilà, tu t'es pas t'as pas fait de, comment dire, t'étais pas dans une vision prospective où tu t'es dit avant, bon alors il y aura ça et ça, quoi. Enfin, t'as vraiment sur la vision, il y avait quand même l'idée de se dire que pour maîtriser un propos, alors qu'aujourd'hui les propos, il y a un exemple que j'aime bien, c'est que souvent quand il y a un propos qui arrive, j'en sais rien, dans les médias classiquement, tout le monde réagit par rapport au propos. Genre si quelqu'un se dit ah oui, aujourd'hui on va parler je sais pas, de voiture électrique. Hop, du coup tout le monde réagit par rapport aux propos de voiture électrique. Et en fait, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que souvent politiquement, c'est pas vraiment si les gens sont pour ou contre qui est important, c'est plutôt quel est le sujet dont on parle. Et je trouve que la vraie force politique, c'est du coup justement ce côté éditorial au sens réel du terme, d'amener ses propres sujets pour dire c'est ces sujets-là dont je voudrais qu'occupe l'espace public, quoi, en gros. Et donc il y avait un peu cette idée déjà en parallèle quand même de se dire que si on veut changer les choses, pour dire ça de façon grandiloquente, il vaut mieux être au niveau où on peut choisir les sujets qui sont amenés plutôt que d'être en réaction à des sujets qui sont imposés et où en fait tu as déjà perdu sur le côté purement politique, on va dire, des choses. Je sais pas si c'est très clair, mais il y avait déjà ça qui transpirait un petit peu. En fait, ce que je comprends, c'est que avant même de savoir que tu allais créer une maison d'édition, enfin, tu avais déjà dans ta tête l'idée peut-être inconsciente, en tout cas, enfin, qui était déjà en germe, de te dire, quoi qu'il se passe, j'aurai une ligne éditoriale et je veux que si je me consacre aux jeux de société, enfin, à ce projet, etc., ça serve ce propos-là, en fait. Oui, c'est ça. C'est un peu de se dire encore une fois, si on veut avoir un impact, changer des choses ou quoi, sur quel levier on peut appuyer, avec le constat de genre le levier de râler dans son coin ou avec ses potes, ou bref, ça n'a pas d'effet concret. Oui, ça mène pas loin, ouais. Voilà. Ah, ça mène pas loin, c'est marrant en une soirée, mais le lendemain on est en mode bon, maintenant soyons sérieux, alors qu'en fait c'était très sérieux. C'est juste que du coup on le met dans un cadre qui permet juste d'être d'un exutoire, et moi je vois pas que ce soit juste un exutoire, je veux me dire mais en fait on peut vraiment les changer les choses, la preuve, les choses ont toujours été changées comme ça, par des utopistes qui ont voulu aller plus loin que la case dans laquelle ils croyaient être. Du coup, donc ce jeu, c'est le premier jeu que tu vas sortir, c'est Révolution. Exactement, 2018. Ouais, 2018. Donc tu es l'auteur, mais tu es aussi l'artiste, en fait, l'illustrateur. Alors j'ai utilisé beaucoup de peintures du domaine public. D'accord. Je fais un peu du graphisme, on va dire, je suis plus graphiste. Ouais, plus graphiste, tu le définirais plus comme ça, ton travail artistique sur le jeu. C'est ça, j'essaie de différencier les deux parce que je trouve que c'est pas tout à fait la même chose, même si beaucoup d'illustrateurs ou d'illustratrices sont aussi graphistes. Mais je trouve que c'est un peu deux choses différentes. Moi, je me prétends pas illustratrice vraiment parce que j'ai pas le talent, la compétence pour l'être. Par contre, je suis graphiste. Je veux dire, c'est un truc que j'ai fait à plusieurs niveaux et je sais choisir des typos, agencer hiérarchiser de l'information sur des images et choisir ce genre de choses qui pour moi sont plus du graphisme que de la vraie illustration. Mais bon, après ça c'est un débat de définition et en vrai les deux sont des points de mélange à différents endroits. Donc oui, j'ai utilisé des illustrations du domaine public, de peintures qui ont été peintes de façon claire, de façon plus ancienne et qui sont aujourd'hui dans le domaine public, que j'ai mis en scène dans le jeu et qui crée en plus un décalage intéressant entre il y a de l'humour dans le jeu qui crée des décalages entre il y a un objet dans le jeu, c'est le cocktail Molotov. J'ai pas trouvé de peinture de cocktail Molotov et du coup j'ai mis un cocktail de boisson. C'est complètement idiot, mais ça fonctionne dans le propos de décalage justement de rendre ça plus accessible dans le jeu. Et donc là donc le jeu sort sous le comment dire, en auto-édition avec le nom de Subverti. Donc là la structure elle est créée à ce moment-là. Alors la toute première version sort sans, je crois. Parce que j'ai noté que Subverti, c'était officiellement 2019. Oui. Et comme le jeu est 2018, techniquement, il a dû sortir... Enfin, il est référencé à 2018 sur BGG, ouais. Oui, c'est les histoires de date créées a posteriori pour dire, attends, c'est quoi l'histoire de façon correcte. En fait, le jeu, enfin la première version du jeu sort en 2018, si je dis pas de bêtises. Et la structure est créée suite à la sortie du jeu, en fait.
D'accord. Mais tout ça est concomitant. Enfin, ça arrive à peu près au même moment. Et c'est juste que la première édition, il n'y a pas marqué Subverti sur la première édition de Révolution, quoi. Ouais, en fait, après, il y a aussi les délais légaux pour faire. Quand tu crées une société, ça se fait pas en 2 heures. Donc, et quand tu fais la première édition du jeu, comment tu finances la production, en fait? Et bien justement, comme je n'ai pas d'argent pour lancer une vraie production, c'est là où je fais un financement participatif. Donc, tu utilises tes compétences, les compétences que tu avais chez Ulule pour l'appliquer à toi, ton projet. Exactement. C'est un truc qui était... D'ailleurs, pas mal de monde le faisait dans le stock. Et souvent, les gens qui travaillaient à Ulule, ou encore aujourd'hui, ont des appétences sur le côté justement création, lancer des choses qui sont pas forcément évidentes à financer. À l'époque, quand je fais ça, je me dis, bon, je vais en faire 100 et ça va être rigolo, tu vois. Il y a eu 300 personnes qui ont contribué, ça fait genre 450 jeux, donc j'en ai produit 500. Et en fait, ce volume-là, c'est le pire volume. C'est-à-dire que quand on fait pas beaucoup, bah, tu peux toujours les faire de façon artisanale. Et quand on fait beaucoup, aujourd'hui, les volumes minimaux pour profiter, on va dire, des machines industrielles, c'est plutôt 1000. Donc en fait, le 500, il est un peu entre deux. Et du coup, j'ai perdu de l'argent. C'est-à-dire que j'ai fait toutes mes choses. Et au final, en gros, j'ai perdu 2000 euros qui correspondaient peu ou prou à la TVA sur les ventes. Parce qu'il y avait plein de choses et j'avais sous-estimé des choses et que en fait, j'avais fait le projet pour faire le projet et pas du tout d'un point de vue, c'était pas du tout stable. Oui, l'idée n'était pas à ce moment-là d'être tellement rentable. Ah, clairement pas. Toi, ton objectif, c'était de sortir le jeu, en fait. Enfin, c'était vraiment ça. Tu voulais qu'il soit... tu voulais qu'il existe, quoi. Tout à fait. C'était de porter le propos et qu'il existe. Exactement. Et comme j'ai perdu de l'argent, je me suis dit, bah, c'est génial, je vais en faire plein. Je vais rééditer. Exactement. Donc là, tu commences à dire que tu vas te consacrer à Subverti plus, parce qu'aujourd'hui, tu es 100% Subverti ou tu as encore une activité professionnelle à côté? Non, ça fait plusieurs années là que je suis 100% Subverti. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû rentrer en France pour créer ma société parce que, bref, pour à la fois des raisons légales et à la fois pour plusieurs raisons, je me suis dit, bon, ce serait plus simple de faire ça dans mon pays de naissance. Et du coup, je suis rentré en France et j'ai créé Subverti, auquel je me suis consacré directement à 100%, parce qu'en fait, ça prend du temps. Mais dans mon activité de début de Subverti, c'était pas juste jeu de société, c'était du design en général. Donc, quand je dis design, c'est vraiment la conception de choses. Donc, je vendais, en gros, de la conception de sites internet, pour simplifier, qui me permettait de financer mes premières choses via Subverti, parce que sinon, en fait, j'avais pas de commencer avec zéro, c'est toujours compliqué là-dessus, parce que tu dois apporter les fonds avant de produire, d'où l'utilisation aussi de financement participatif dans ce cadre-là. Oui, pour avoir la trésorerie, en fait, tout simplement. Exactement. Même si je me suis rendu compte derrière que c'était mal vu par beaucoup d'acteurs du monde du jeu de société pour d'autres raisons, qui est une autre forme de financement participatif qui n'est pas celle que je fais, qui est plutôt celle on va dire, d'énormes campagnes de communication, faire par des acteurs qui n'ont pas du tout besoin de cet apport-là pour sortir leur jeu, mais qui parfois ne livrent pas forcément comme il faut ou utilisent ça comme plutôt une façon de profiter de ce système-là plutôt que d'aider le côté, on va dire vraiment créateur, créatrice et de ce côté direct, plus après tout l'écosystème traditionnel, toute la chaîne de distribution du public aux ludicaires, aux distributeurs, etc., qui font que des outils comme ça peuvent remettre en cause la façon dont on voit les choses. De toute façon, le financement participatif, il est vraiment, il a un double visage, c'est-à-dire qu'il y a celui effectivement des créateurs qui n'ont pas les moyens, et en général, on a beaucoup d'empathie pour ces personnes. Parce qu'on se dit effectivement c'est le seul moyen qu'elles ont de s'exprimer et voilà. Et ensuite, comme tu le dis, il y a les acteurs qui eux profitent de ce système pour ne pas, en fait faire leur chiffre d'affaires en avance par rapport effectivement en squeezant tout un tas d'acteurs qui du coup ne sont pas rémunérés dans une chaîne par rapport à une chaîne classique et qu'on va détester en fait. Et c'est assez amusant comme quoi, le financement participatif, il est vraiment, on peut lui trouver d'énormes vertus et selon les personnes qui l'utilisent, au contraire le trouver qu'il a complètement perverti le système, quoi. Exactement. Et le problème, c'est que les grosses campagnes sont beaucoup plus visibles. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un site comme Kickstarter, pour citer un autre acteur du crowdfunding, il y a 70% des campagnes qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Et celles-là sont totalement invisibles, parce que si elles n'arrivent pas, c'est qu'ils n'ont pas réussi à faire parce que c'est d'abord une campagne de communication, en vrai, une campagne de... Voilà. Ils n'ont pas réussi à toucher de public, donc ils sont invisibilisés. Donc on voit juste les gros succès, ou les gros... ceux qui ont créé de la polémique, ou voilà. Ouais, ou les gros fails, à la limite. Oui, on est toujours dans les excès. Exactement. Et on voit pas la réalité du jour le jour de tous les petits acteurs, petites actrices qui en fait juste ont pas d'argent ou pas de moyens de vraiment
fusée à grande échelle et veulent juste créer leur petit projet sans autre prétention que de juste dire ça puisse exister. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un peu c'est un peu toujours compliqué d'amalgamer un outil, parce que pour moi, c'est un outil en fait. C'est vraiment un outil pour rendre accessible des choses à plein de gens. Et des fois, voilà, il y a un peu de fantasme sur ce que c'est et sur c'est mal, c'est bien. Bon, c'est un outil. Ça dépend comment tu l'utilises. Toi, tu l'as quand même bien vécu parce qu'après, tu en as fait un autre. Hein. Enfin, je pense que Climato aussi, c'était un financement participatif. Ah bah en fait, j'avais pas le choix. Ouais, de toute façon, tu n'avais pas le choix. Ok. J'ai pas le choix. Je vois. Ah si, j'avais un autre choix. C'était ton deuxième jeu, Climato, c'est ça ou pas? Exactement. Oui, donc de toute façon, t'avais pas eu de trésorerie liée à. Tu me disais même que tu avais perdu de l'argent sur le premier, donc J'ai perdu de l'argent. Ouais, donc voilà, il n'y avait pas à réinvestir pour la production du second, quoi. Non, l'argent que j'ai eu c'était plutôt par rapport à mon travail, mais du coup que je devais faire en plus du côté jeu de société, qui était en gros la création de sites web qui elle était facturable et entre guillemets une valeur aujourd'hui qui te permet d'avoir de l'argent. Mais en fait tout cet argent-là, je le remettais dans l'édition de jeux de société au début, plus en garder un peu pour manger des pâtes. Mais concrètement, en fait, la seule autre solution aurait été de faire ce que j'appelle une société capitaliste classique, c'est-à-dire chercher des actionnaires, lever des fonds, enfin tous ces genres de choses, avec lesquels en fait je m'inscris en faux sur l'intention, parce que je veux contrôler l'intention. Donc si tu commences à rentrer là-dedans, même si on a quand même fait des tentatives et il y a eu un moment où j'ai eu un prêt avec une actionnaire et tout, mais en fait on n'y a pas touché, on l'a rendu parce que bref, des essais d'essayer de faire des choses, de voir comment ça fonctionne et d'avancer là-dessus. Mais aujourd'hui, je suis revenu à contrôler 100% des parts pour être en mode, en fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est, entre guillemets, l'art des jeux de société, même s'il y a plein de réflexions sur comment être pérenne, et le but, c'est pas de perdre de l'argent, mais c'est juste de pas faire ça pour l'argent, en fait. C'est de faire ça pour le... Oui, pas une recherche de rentabilité à tout prix en faisant... Exactement. Bah, sinon, je fais tout à l'envers. Hein. Tu as dit que tu étais actionnaire unique, donc de Subverti, c'est ça? C'est quoi là, la forme juridique? C'est une SAS peut-être, non? C'est une SARL. SARL, tu as choisi une SARL, ok. Oui, parce que voilà, encore une fois, histoire de pas faire comme les autres, parce qu'effectivement, la forme conseillée, c'est une SAS, parce que ça permet d'optimiser certains trucs à ce niveau-là, mais la façon dont je le fais, une SARL, c'était pareil, mais ça change pas grand-chose en vrai. Ouais, en fait, c'est vrai que les SAS sont juridiquement très très souples, et puis effectivement, fiscalement, tu peux avoir des avantages en fait, surtout quand tu es l'actionnaire, en fait, c'est plus à ces niveaux-là, en général, que tu as plus d'avantages. Oui, j'ai aussi réfléchi, si on parle de forme juridique, au côté scope, qui était le côté un peu, on va dire, le plus proche des valeurs, mais une scope, il y a deux, trois contraintes, comme celle de tu peux pas le faire tout seul, par exemple, il faut être au moins deux. Et après, il y a des histoires, tu dois payer d'autres choses par rapport à l'écosystème que tu fais. Et le fait que j'étais seul, je me dis, bon, on va pas passer 1000 ans sur le côté structure théorique derrière, enfin juridique. Oui, tu voulais que ce soit conforme à toi, tes attentes. De toute façon, c'est ça. Et le but de la forme juridique, c'est pas de se perdre dedans, mais plutôt de se dire, bon, ça existe, on fait les choses correctement, mais il faut que ça serve le propos et pas que ça prenne la place du propos, comme souvent on voit dans nos sociétés technocratiques où on peut vite se perdre dans ce côté-là, parce que c'est omniprésent, il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi, ce qui est normal, mais... Oui, faut pas que ça devienne un but en soi, en fait. Il faut que ça reste un outil, quoi. C'est ça. Le but, c'est pas de dire créer une structure pour optimiser des choses qui, en fait, sont plus le métier que tu fais, comme parfois ça arrive. Donc, ça, j'essaie de faire attention à ça aussi. Là, les deux premiers jeux que tu sors, c'est des jeux dont toi, tu es l'auteur. Et ensuite, tu vas commencer à travailler avec d'autres auteurs. Parce que je pense que chronologiquement, celui qui sort après, c'est Dictopia. Toi, tu l'as expliqué, hein. Toi, tu as cette vision du jeu comme un média artistique au sens de proposer autre chose et de porter des messages. Tu fais tes propres jeux, donc les thèmes que tu veux aborder et les messages que tu veux porter, ils sont faciles à intégrer puisqu'en fait, tu es le créateur. Quand tu travailles avec quelqu'un d'autre, comment ça se passe du coup quand arrive le projet de Dictopia? Est-ce que le thème est déjà présent ou est-ce que c'est toi qui l'as insufflé? Est-ce que tu es complètement raccord avec l'auteur quand vous parlez de cette notion d'engagement, cette volonté d'avoir un jeu engagé? Ce qui est très intéressant, c'est que ça crée une rencontre humaine. Alors, je dis humaine parce que vraiment, c'est le côté humain qui m'intéresse. On va dire, ça peut être aussi une rencontre artistique. Où, pour le coup, Jérémy Partinico, l'auteur de Dictopia, il arrive avec un jeu sans thème. C'est-à-dire qu'il arrive avec un jeu de lettres. Enfin, il arrive. On se rencontre à Toulouse, on est basé à Toulouse. Du coup, il y a un bel écosystème ludique. Et il y a une soirée de test de prototype, il montre ce jeu-là, et il n'a pas de thème. Il n'a pas de thème du tout. Il s'appelle Mathémo, parce qu'il y a des mots et des maths.
Voilà, tout simplement. C'est mieux que des chiffres et des lettres qui est déjà pris comme thème, comme titre. Oui, c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, on échange sur à la fois le jeu qui crée, parce que quand quand on parle de thème, le jeu en lui-même, quel que soit son thème, il crée quelque chose d'intéressant. Je suis pas en mode, il faut à tout prix mettre un thème qui est forcément très fort par-dessus. Rien que le fait de se dire, ok, les gens se retrouvent entre eux autour d'une table, sans écran, est déjà un propos dans sa forme, en fait. Au lieu avant de parler même du thème. Donc il y a un intérêt sur le jeu, sur ce dont il parle. Et lui, son propos, c'était de dire les jeux de lettres, c'est accessible. Alors, ce qu'il croyait à l'époque, on a eu après toute une histoire sur se rendre compte que dans le monde du jeu, en fait, ça faisait très peur du côté des pros, parce que nous, on a montré au public et le public n'avait aucun problème, mais du côté du milieu. Suite, voilà, c'est là où j'ai aussi appris comment fonctionnait le monde du jeu en France. Mais il y avait vraiment une volonté de son côté en disant comment proposer une expérience ludique intéressante, qu'est-ce qui est le plus accessible, quoi. Et pour lui, le jeu de lettres, c'était très accessible. Avec une volonté, alors je vais pas travestir sa pensée, mais une volonté de se dire, tiens, par exemple, un jeu classique comme le Scrabble, pour ne citer que lui, quel problème il a? Le problème ça peut être long, le problème de sa récompense des gens qui ont peut-être un meilleur vocabulaire, tout ce genre de choses qui sont entre guillemets réglées dans Dictopia. Et donc on a un peu cette réflexion d'abord mécaniquement le jeu ce qu'il a, et après il y a le propos de dire Subverti en tant que maison d'édition, c'est fondé sur une ligne éditoriale. Et moi je suis toujours surpris quand je vois certains éditeurs qui n'ont pas de ligne éditoriale, ou qui ont une ligne éditoriale on édite ce qu'on aime. Du coup c'est juste qu'ils l'ont sans doute pas déconstruite, mais parce que forcément si t'aimes des choses tu dois avoir, à mon sens... Oui, tu dois avoir un fil conducteur dans tes créations en réalité. Bien sûr. Oui, il y a quand même quelque chose et c'est assez... Enfin, pour moi, c'est concomitant à être une maison d'édition, d'avoir une ligne éditoriale, c'est le même terme. Donc moi, la ligne éditoriale que je proposais, c'est d'avoir des jeux qui font réfléchir, en gros, quoi, pour simplifier. Oui, qui portent un propos et qui n'ont pas honte de dire qu'ils ont un propos politique. Oui, c'est peut-être surtout ça, c'est plutôt d'assumer. Ouais, d'assumer. Parce qu'en fait, tous les jeux portent un propos, effectivement, comme tu le disais, hein. Mais ça fait très peur ça fait souvent très peur quand on l'exprime comme ça dans le monde ludique, je trouve. Oui, tout à fait. Parce que ça dépend comment on définit exactement ce qu'est un propos, parce que évidemment, moi, en plus, je mets les pieds dans le plat avec Révolution. Tu dis oui, mais un propos, c'est-à-dire que tout doit être politique, et politique pas dans le sens réel du terme, mais dans le sens politiqué, dans le sens exercice du pouvoir politique. Et donc tout de suite, c'est en mode mais ça va pas, les gens ils veulent pas avoir, justement, ils veulent s'échapper du monde réel, tout ça. Enfin bref, il y a des histoires de définition sur ce qu'est l'art, ce qu'est la politique, etc. Mais bon, je vais pas trop aller là-dedans, parce que sur Dictopia, il se trouve que la rencontre, comme je disais, la rencontre humaine avec Jérémy, en fait, on se comprenait sur le fond, sur le propos, quand on a réfléchi à différents thèmes. En fait, en gros, on a réfléchi à 3 thèmes. Soit laisser un jeu abstrait. Alors, je parle de thème abstrait parce que un vrai jeu abstrait, c'est notre définition, mais encore une fois, un problème de définition. Un jeu avec un thème abstrait, soit de mettre un thème sur le rêve. En gros, à la place des yeux, il y avait des étoiles et on faisait ce serait appelé Morphéo. Voilà. Une autre piste qui n'est jamais allée. Soit de mettre un thème qu'on appelait 1984, qui est un thème de censure, quoi, tout simplement. Et au final, ces propositions-là tenaient toutes plus ou moins la route, et on a intégré la communauté notre petite communauté dans ces décisions-là, on a fait voter les gens, et on s'est rendu compte que c'était plus intéressant d'avoir un thème qui fait réagir, et qui en plus est totalement en accord avec moi ce que je défends, qu'un thème un peu neutre comme le rêve, qui en fait c'est un peu personne déteste et personne n'adore. C'est un peu justement, et on voit beaucoup ça en fait. T'as un peu l'impression que c'est une solution de facilité en fait de mettre ça comme thème, ouais. Je comprends. Hein, oui, c'est moins un parti pris que finalement c'est moins audacieux, quoi. En fait, c'est pas un parti pris, c'est le truc de vouloir faire peur à personne, mais du coup, on se retrouve, je trouve, d'être trop consensuel. Voilà, on se retrouve avec des choses consensuelles, et je pense que la majorité des éditeurs et éditrices font ça aujourd'hui, parce que t'as un peu une vision mais qui est normale, hein, faut que mon jeu fonctionne d'un point de vue commercial. Et on a plus peur de pas réussir, d'avoir des gens qui aiment pas, que de prendre le risque de vraiment réussir, de faire un parti pris fort. Alors, je dis ça, il y a des jeux qui ont un parti pris consensuel qui marche très très bien. Hein, c'est pas... Oui, bien sûr. Mais ouais. le problème, c'est que si tout le monde fait ça, forcément, tout le monde s'inscrit dans la même ligne. Démarche, ouais. Voilà, et on se retrouve avec une courbe classique il y en a plein qui fonctionnent pas, il y en a un peu qui fonctionnent un peu, et puis il y en a très très peu qui fonctionnent énormément, quoi. Une belle courbe habituelle qu'on retrouve dans ce genre de choses. Et donc, moi, je me suis plutôt dit, en fait, je vais pas aller me battre, entre guillemets, sur ce terrain-là. Là, je parle
vraiment d'un point de vue stratégique éditorial, sur l'endroit où faire des choses classiques, parce que j'ai moins de moyens, et moins de moyens financiers, moins de moyens de personnes. Donc forcément, tu vas juste faire la même chose en moins bien ou en retard. Donc pour moi, l'autre solution, il y a deux solutions de créer une œuvre qui fonctionne, c'est soit de faire quelque chose parfaitement dans un milieu qui est maîtrisé, soit d'aller explorer quelque chose qui n'a pas encore été exploré, ou alors qui n'a pas été exploré entièrement, quoi. Et Dictopia, on a un peu la preuve, c'est-à-dire que quand on a présenté ça aux pros, je peux pour simplifier, je dis au monde professionnel ludique, tout le monde nous a dit, mais n'importe quoi. Jamais de la vie, un jeu de lettres en 2020-2021, quand on s'est le présenté, il est sorti en 2022, tout le monde nous disait, vous êtes complètement à côté de la plaque, en plus, comme on est personne, n'importe quoi, ça marchera pas, et puis des jeux de lettres, il en existe déjà des biens, et puis de toute façon, ça se fait plus, tu vois. Et il se trouve qu'il y en a des fois de temps en temps qui sortent et ils marchent pas, quoi. Enfin, ça fait 10 ans qu'il n'y avait pas eu, en gros, ça fait 10 ans qu'il n'y avait pas eu un jeu de lettres qui fonctionnait à peu près, quoi. Donc en fait, tous les signaux nous disent, faites pas ça parce que ça se fait pas, tu vois. Ce fameux truc de genre, le faites pas parce que ça n'existe pas. Sauf que nous, en parallèle, on le testait avec du public, du vrai public. On prenait des gens dans la rue. Et là, tu avais d'autres retours. Et bien là, en fait, on n'avait pas des retours. On disait aux gens, jouez au jeu. Et nous, on les observait, on va dire, sociologiquement. Et on voyait bien qu'il se passait un truc. Enfin, et ce qui se passait, c'est ce que moi j'avais vu quand j'avais testé ce jeu-là. C'est que, oui. Qu'il y avait une adhésion des joueurs et joueuses, ouais. Et plus que des joueurs et joueuses, il y avait une adhésion des gens en général. Ok. Et moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, le jeu de société est universel par essence. À ma connaissance, toutes les sociétés ont toujours joué. Quasiment toutes les éducations, quelle que soit la culture, passent par le jeu. Il se trouve que les sociétés occidentales ont un peu rendu ça, justement, infantiliser le jeu comme étant quelque chose de pas sérieux et du coup de pas légitime. Et on retrouve d'ailleurs ce problème-là aujourd'hui dans la non-reconnaissance de certaines choses, même si c'est en train de changer, de la vision du jeu vidéo, du jeu de société comme quelque chose d'enfantin, et même, pour prendre le parallèle avec le sport, même des fois sur le sport, de quelque chose de pas vraiment sérieux, parce que parce qu'on a estimé que c'était pour les enfants d'apprendre, d'être curieux, de s'ouvrir à des règles fausses, enfin, toutes ces choses en fait qui sont pour moi pas une erreur, mais qui sont dommages, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, il n'y a rien de plus intéressant. Enfin, j'imagine, encore une fois, c'est une projection de vision. Au lieu de se dire, il y a soit les choses où on s'amuse et c'est chouette, et le monde réel qui est super chiant, triste et il n'y a rien qui va, t'es là, mais en fait, c'est la même chose. Ces deux mondes-là sont les mêmes mondes. Et que si on disait que vivons dans un monde où on s'amuse et assumons qu'on s'amuse, même si le monde est dur et tout ce que tu veux, violent, etc., en assumant qu'on a le droit, qu'on s'autorise, entre guillemets, à s'amuser malgré la réalité, tu vois, et même pour la réalité, j'ai l'impression qu'on tient là une vraie vision, un vrai souhait pour une société de demain qui peut être plus intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, c'est humain par essence, et ça a plein de vertus. Et en plus, c'était... Bon, il n'y a pas 12 000 études sur le jeu, mais quelques études qu'on a faites, notamment sur le jeu vidéo, ils en ont fait plus. Il y a eu un peu une peur à une époque quand ça s'est développé. Ah oui, les jeux de jeux vidéo, c'est mal, les enfants deviennent bêtes, n'importe quoi, tu vois. Ils ont fait des études, le résultat, c'est le contraire. Alors, ça dépend du jeu vidéo, mais même des jeux vidéo qui sont mal vus, en fait, ils développent certaines choses de façon souvent plus efficace que les schémas classiques d'apprentissage un peu verticaux. Enfin bref, il y a plein d'effets. A priori, il y a peu d'effets négatifs, quoi. Après, je sais qu'aussi, il y a des études qui démontrent que, pour essayer aussi de casser l'idée utilitariste ou éducative de ces jeux, qui est souvent un tort un peu de vouloir bien les présenter en les présentant sous un aspect éducatif et pas pour ce qu'ils sont, où ils expliquaient que, par exemple, tu sais, tous les jeux où tu vas avoir beaucoup de stats qui vont intervenir, de pourcentage, par exemple, les jeux où tu vas faire des builds pour trouver les meilleures combinaisons et tout. Je suis pas hyper pro pour expliquer les jeux vidéo, je m'en aperçois. Mais c'est pareil dans les jeux de société, tu peux faire le parallèle. Ouais. Enfin, tu vois, par exemple, je pense les jeux où tu vas avoir vraiment tout ce qui est les MMO, où tu vas vraiment builder ton perso et tout, pour l'optimiser au max. Ils expliquaient que tu as des gens qui vont être super bons dans ces jeux-là et qui vont avoir qui vont mettre en œuvre des compétences mathématiques hyper élevées. Et si tu leur demandes de réutiliser les mêmes compétences mathématiques dans un domaine purement peut-être éducatif ou tu vois scolaire et tout, en seront incapables en fait. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas développé la compétence, ça veut dire qu'ils seront pas capables de la mettre c'est pas parce que tu l'acquiers dans le jeu que tu vas être capable de l'utiliser après, et c'est pour ça qu'il faut pas voir le jeu comme quelque chose d'éducatif nécessairement. Enfin, faut garder la distance entre le fait que ce soit une activité qui n'est pas non plus utilitaire, enfin qui n'a pas forcément une utilité au sens de être utile pour la vie de tous les jours. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là, quoi. Non, mais exactement, je suis d'accord. Après, le truc, c'est que souvent, ces choses-là, par exemple, là, tu parles du cadre, où dans un cadre, on arrive à faire quelque chose et dans l'autre, on n'y arrive pas. Je pense que c'est dû aussi à d'autres choses, de cadre, de te mettre dans des conditions où on te stresse, entre guillemets, où on t'oblige à faire ça, et que si on te laissait plus libre de t'exprimer
avec toutes tes forces, tous tes défauts, et de pas être moins dans le jugement et plus dans le faisons des choses différentes et on n'est pas tous pareils et toutes pareilles. En fait, on pourrait les utiliser, ces compétences, et que, in fine, pour moi, le jeu, il est éducatif, qu'on le veuille ou non, tu vois. C'est juste que ce côté, comme tu dis, éducatif par un peu cadré, là. Enfin, j'ai l'impression que le problème, il est beaucoup sur comment on amène les choses, quoi. Et quand l'éducatif devient une nécessité aussi, peut-être, c'est le fait que ça devienne une nécessité pour le justifier qui est peut-être problématique, alors qu'en fait, c'est forcément éducatif. Mais on n'est pas obligé de remettre tout le temps l'accent là-dessus. Enfin, je sais pas, ou vouloir absolument mettre ça en avant. Parce qu'effectivement, je pense aussi comme toi que tout est éducatif. Enfin, on apprend de toute façon de tout ce qu'on fait en réalité. Oui, on apprend. Ça dépend comment tu définis exactement ce terme-là. Je suis d'accord, oui. Exactement, voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression que c'est plus parce qu'on fait des hiérarchies de compétences utiles qu'on apprend peut-être aussi. C'est peut-être ça le problème. Et les hiérarchies, elles sont variables dans le temps. Enfin, tu vois, je pense ce que nous on imagine d'être utile comme compétence aujourd'hui ne l'était pas il y a 50 ans et ce sera peut-être jugé inutile dans 100 ans. Enfin, voilà, et on en revient à ce que tu dis, sur le fait qu'on est dans une société qui évolue aussi. Oui, mais c'est vrai, t'as raison. On a tendance à beaucoup, moi le premier, à penser utilitarisme, alors qu'en fait, si on reprend la définition de l'art, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire des choses qui n'ont pas une utilité, mais de faire des choses qui... Et après, utilité, ça dépend comment on le définit, mais j'en sais rien. Quelque chose qui crée de l'émotion, c'est pas utile d'un point de vue produire quelque chose, mais en fait... Ouais, c'est pas dans une vision productiviste, je pense, effectivement. Ouais. Mais en fait, ça produit des émotions qui sont, pour moi, essentielles à notre humanité. Et donc, elles sont utiles dans ce sens-là. Elles sont nécessaires on va dire, au bien-être d'une société globalement. Si on estime que, enfin voilà, moi je suis convaincu que l'art est nécessaire, c'est-à-dire que c'est nécessaire à même titre que d'autres choses, et que son inutilité est aussi une part de notre humanité, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, peut-être que c'est nécessité-utilité. Il y a peut-être c'est peut-être les deux termes qui permettent de saisir la nuance entre les deux, quoi. Et du coup, donc Dictopia, tu le sors et moi, j'en ai entendu tout de suite des super retours, quoi, sur le jeu. Donc en vrai, ça a fait mentir un peu tout ce monde professionnel qui te disait un jeu de lettres, mais non, on n'en fait plus. Et puis pas un thème aussi clivant. Là, sur ce jeu, c'est vraiment, j'imagine, t'as une satisfaction, en fait, d'avoir un vrai succès. Alors après, je connais pas les ventes et tout, je sais que parfois il y a des jeux qui ont l'air de bien marcher, on ne sait pas, enfin bref. Mais au moins, t'as un succès d'estime, un succès, des joueurs et joueuses et aussi du monde ludique quand même. Enfin, moi, j'avais toujours des bons retours sur le jeu. Oui, clairement. Alors, je suis transparent. On va arriver à 30 000 ventes, là. Donc, c'est très bien. Après, on part de rien, donc forcément, ça dépend à quoi on compare, mais on est très content. Et effectivement, il y a un vrai succès sur le jeu qui fait plaisir à la fois d'un point de vue, c'est cool de créer quelque chose qui fonctionne, mais aussi sur, comme tu dis, le lien avec la vision éditoriale et de prouver qu'en fait, c'est totalement possible. Que le problème, c'est pas le sujet, ni le thème, ni même la mécanique là, de jeu de lettres, c'est plutôt la façon dont c'est réalisé. Pour moi, il n'y a pas vraiment de thème ou de mécanique mauvaise. C'est juste que certaines ont un public, d'autres n'en ont pas. Certaines s'adressent à une partie de la population, d'autres à des plus petites niches. Et aujourd'hui, dans les réflexions, j'ai l'impression qu'on est en mode, si, je dis un truc évidemment extrême, mais s'il y a 500 personnes dans le monde qui adorent ce jeu et que tous les autres détestent, tu le sors pas, parce qu'en fait, t'as pas un public suffisant pour que ça existe d'un point de vue commercial. Sauf que moi, d'un point de vue éditorial, j'adorerais pouvoir sortir ce type de jeu pour l'art, pour l'objet culturel, et pas pour le produit. Pour la démarche, ouais. Exactement. Sauf qu'évidemment, pour l'instant, je le fais pas parce que c'est très dangereux d'un point de vue pérennité de Subverti. Et mon but, c'est d'être pérenne, donc d'abord de réfléchir à comment faire des choses qui fonctionnent, mais en espérant pouvoir avoir cette force un jour de faire des choses juste pour la beauté de l'art et servir avec un écosystème. On parle aujourd'hui de la reconnaissance de jeux de société à des niveaux, au niveau plus sociétal et au niveau de... Ça peut impliquer des choses, ça peut impliquer des aides. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent aller avec ça et qui permettront peut-être demain d'ouvrir ça. Et là, je parle du côté édition, mais en vrai, c'est quelque chose qui va même au niveau en dessous. C'est côté autrice-auteur, ça peut être quelque chose de très intéressant de pouvoir créer des œuvres sans avoir besoin d'avoir cette recherche de commercialisation. Parce que souvent, on dit on recherche de l'édition, mais en fait, on ne cherche pas de l'édition, on cherche quelqu'un qui le commercialise beaucoup aujourd'hui. Donc, on fait beaucoup de produits. Enfin, du coup, on crée beaucoup un produit, je trouve, même les auteurs et tout ce que je côtoie, que de faire de l'art et de dire ok, je crée quelque chose en réfléchissant pas à son potentiel. C'est peut-être en ça que peut-être le jeu est encore tu vois, tout au début de cette évolution, parce que effectivement, comme tu le dis,
dans les autres médias artistiques, on a peut-être on a une plus grande une plus grande dualité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir des choses qui sont vraiment très artistiques et qui sont sous-tendues parce qu'il y a aussi des œuvres très commerciales. Et en fait, c'est les unes, il y a une sorte d'équilibre qui se trouve. Oui, il y a un écosystème. Ouais. Ouais, voilà. Et peut-être que dans le jeu on est encore pour l'instant encore que dans la phase très commerciale, qui est pas suffisamment développée pour permettre de l'existence, de ce qu'on pourrait appeler du jeu peut-être plus indé. Encore il y en a, hein, mais du jeu plus d'auteur à proprement parler, comme on a du cinéma d'auteur, on a on a dans la littérature, il y a quand même plusieurs types t'as les livres qui se vendent très très bien, c'est pas ceux qui sont forcément les plus artistiques, qui ont une plus grande démarche artistique, même si bien sûr ça se discute beaucoup, hein, mais je pense qu'on en est encore là, quoi. Et je pense que c'est qu'il n'y a pas encore assez en termes de volume, et on n'est pas encore assez atteint un assez grand seuil, quoi. Je suis assez d'accord sur le côté. Pour moi, les deux sont très bien. Hein. J'ai aucun problème à faire des jeux populaires. Je trouve ça génial. Au contraire, ça ouvre les possibles à plein de gens et on ne va pas dans un truc élitiste. Par contre, effectivement, peut-être que ce terme de jeu d'auteur ou jeu d'autrice, peut-être quelque chose qui manque effectivement dans le monde du jeu de société actuellement. Il y a du jeu indé, mais c'est vrai que parfois le jeu indé se fait exclure ou s'exclut de lui-même de la sphère, on va dire, du monde ludique tel qu'on le connaît. Parce qu'ils ne s'estiment pas vraiment être du jeu, parce qu'ils font autre chose et que le jeu de société, dans sa définition, est beaucoup moins cadré que beaucoup d'autres milieux. Parce que c'est un peu, j'appelle ça un art total, mais c'est un peu dire qu'en fait, il n'y a pas une chose à l'intérieur, il y en a plusieurs. Donc c'est un peu difficile de dire où sont les limites, et je pourrais demain prendre je sais pas, une feuille et une pierre, l'emballer et le vendre comme un jeu de société en mettant des règles avec. Enfin, c'est pas... Alors que si je fais un film et que je filme pas, c'est pas un film. Donc je trouve que la nature même de l'objet jeu est un peu plus difficile à cerner. En gros, le jeu de secteur ludique n'a pas assez d'enjeux, peut-être en termes d'argent, ne génère pas encore assez d'argent et ne génère peut-être pas encore assez d'adhésion publique. C'est-à-dire que tout le monde va au cinéma, en gros, tout le monde lit des livres, plus ou moins, tout le monde joue plus ou moins aux jeux vidéo, et je pense quand même, quoi qu'on en dise, que le jeu de société est toujours un loisir de niche. Tout le monde ne joue pas aux jeux de société, en tout cas, clairement, et ne le voit pas comme un loisir que tu peux faire avec récurrence. Tu vois, je pense que, bien sûr, tu peux dire tout le monde joue, ça arrive à tout le monde, mais je pense que tout le monde ne le voit pas comme un loisir que tu peux faire de façon récurrente et comme tu irais au cinéma une fois par mois, etc. Et je pense que c'est encore ça qui me manque pour qu'on arrive à ce que ce soit un secteur qui soit assez important dans l'espace, dans le domaine culturel, pour que on puisse avoir plus de sous-branches finalement et qu'on puisse sortir du purement commercial, parce qu'aujourd'hui l'impératif c'est quand même de vendre les jeux avant tout. Je suis toujours un peu étonné là-dessus, parce que quand je vois les chiffres, j'ai l'impression qu'on n'est pas si petit que ce qu'on croit en termes de comparaison. Alors, il faudrait avoir des chiffres concrets, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je regarde un tirage d'un livre classique, il me semble que le tirage d'un jeu de société classique est limite supérieur à un tirage d'un livre classique. Alors peut-être qu'il sort plus de livres et que du coup ça se dilue, etc. Tu vois. Mais je suis pas convaincu que ce soit encore si vrai aujourd'hui, parce que c'était très vrai il y a 10 ans ou il y a 15 ans, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins vrai aujourd'hui et qu'on a peut-être plus un problème c'est pas un problème, mais d'asseoir une sorte de diffusion quand sort un livre, peut-être si on parle du cinéma, un film, il y a un relais journalistique très fort, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu sors un jeu de société, à part, comme tu dis, dans les côtés niches, d'ailleurs, il y a très peu de journalistes dans le monde du jeu de société, parce que... Professionnel, non, clairement, ouais. Voilà, professionnel. Parce que voilà, tout l'écosystème, justement, là, est peut-être pas mature là-dessus. Et j'ai l'impression que dans les autres milieux, même ils peuvent être plus niches, je pense qu'il y a des milieux culturellement qui pèsent moins. Alors, encore une fois, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais en termes de chiffres, je pense pas qu'il y ait si on parle de chiffre d'affaires pure économie, il me semble que le jeu de société est quand même assez... beaucoup plus gros que enfin, plus gros. Au moins aussi gros que d'autres secteurs dont on parle beaucoup plus, parce qu'ils sont reconnus comme des secteurs culturels officiels, et limite sérieux, pour reprendre ce terme. Et j'ai l'impression que enfin, c'est pas un problème, mais qu'il y a peut-être un décalage plutôt sur la diffusion, et qu'on a un écosystème un peu d'entre-soi, hein, c'est pas fermé, où on a du mal à diffuser les choses en dehors, et que, comme tu dis, les gens jouent. Je pense que tout le monde joue. Mais effectivement, peut-être que beaucoup de gens jouent à des jeux d'il y a 20 ans. Et une partie de la population ne joue pas aux jeux modernes, qu'on appelle ça moderne, même si aujourd'hui il commence à y avoir des choses. Par exemple, l'exemple de Skyjo est flagrant là-dessus, c'est qu'ils sont, en fait, ils ont
ils font plus de Skyjo que des jeux classiques que tout le monde a. Donc, il y a quand même certains jeux qui commencent à arriver à ce stade-là, donc c'est en train de changer. Mais ce serait aberrant de se dire que la plupart des gens qui vont au cinéma vont voir des films d'il y a 20 ans. C'est un truc tu vas voir les films qui sont au cinéma, donc tu vas voir les films qui sont récents. Alors, il y a le côté physique où c'est disponible, mais bon, on arrive à voir ça avec les barres à jeux et tout, ça se développe. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre le côté création, la réalité du nombre de jeux qui se vendent. Là, je parle vraiment d'un point de vue économique, du vrai poids économique. Et d'ailleurs, il y a des gros acteurs qui, aujourd'hui, sont dans... Si on prend en citer deux, si on prend Asmodée et Hachette, c'est des très gros acteurs économiques. Donc, ils sont... Alors, c'est sûr que si on compare aux jeux vidéo, il y a un problème. Parce que le jeu vidéo, il a battu tout le monde d'un point de vue culturel en termes de poids économique. Il a eu une trajectoire incroyable et du coup, forcément, il est très fort, il y a beaucoup de monde et on est loin du niveau du jeu vidéo. Mais voilà, si on compare à d'autres milieux plus proches, je veux d'avoir les chiffres concrets, ouais. Que ce soit BD, jeux de société, BD, littérature. Et je me posais aussi la question, bon, je pense connaître la réponse, hein, vu ta ligne éditoriale, même s'il y avait un projet de jeu donc que tu avais à cœur avec un propos très fort, etc., mais qui nécessitait finalement, voilà, qui s'adresse qu'aux fameuses 500 personnes dont on parlait tout à l'heure. Et toi, je pense pas que tu accepterais d'avoir des jeux plus mainstream ou peut-être même, par exemple, tu n'éditerais pas un blanc manger coco pour financer un jeu, enfin, pour financer en contrepartie un jeu vraiment qui te tient beaucoup plus à cœur, en fait. Bah, en fait, l'idée, c'est que je n'éditerai pas tel quel, mais on peut réfléchir à des façons de faire pour lui mettre une couche. En fait, je suis pas du tout contre faire des jeux populaires, au contraire, je vais en faire, tu vois. Faire des jeux populaires, c'est cool, c'est chouette. Mais effectivement, je vais toujours avoir tendance à réfléchir à comment En fait, c'est comment prendre des gens pour des gens intelligents et pas prendre des gens pour des cons. En gros, c'est ça la vision du truc, c'est-à-dire de ne pas se dire non, mais de toute façon, les gens, machin, enfin, des discours un peu. Voilà, en mode les gens de toute façon ils comprennent rien, alors mâcher tout ce qu'il y a. Non, genre juste, c'est pas parce que tu veux te divertir et que ça t'amuse d'être bête que ça veut dire que t'es bête entièrement. Enfin, c'est un peu un truc que j'ai un peu du mal avec cette notion de genre c'est un jeu bête pour les gens bêtes. En fait, on s'en fout, c'est un jeu bête, c'est très bien, mais ça veut pas dire que tu dois pas mettre un peu de subtilité dans le jeu ou que tu peux ne pas en mettre, tu vois. Donc je suis pas tel quel, oui, c'est sûr que je l'éditerai pas parce que pour moi ça pose des problèmes de différents ordres. Mais dans l'intention du jeu et en tant que jeu mécanique, s'il y a quelque chose à faire, il n'y a aucun souci à réfléchir avec l'auteur, l'autrice et peut-être d'autres personnes de comment le faire. Et d'ailleurs, je dis ça, là, on va sortir prochainement un jeu avec le festival, avec des festivals, donc notamment avec l'Alchimie du jeu à Toulouse. Et du coup, le thème n'est pas du tout un thème engagé. C'est-à-dire que c'est un thème qui est lié au festival. Mais d'un point de vue éditorial, nous, on va reverser une partie de nos bénéfices au festival. Du coup, il y a un intérêt de créer un objet, un jeu qui va servir la diffusion du jeu de société, parce que pour moi les festivals sont essentiels dans la démarche, quelque chose qui m'a permis à la fois de me faire connaître et à la fois que je trouve génial de ces moments où on rencontre des gens et qu'il y a des gens qui se baladent tout seuls et s'attachent sur une table et que tout le monde, à 99% du temps, les accueille à bras ouverts pour jouer tous ensemble et que ça diffuse le jeu. Enfin bref, pour moi il y a plein de vertus et donc dans ces cadres-là on peut faire des choses différentes thématiquement parce qu'il y a une cohérence et que le propos, et que là pour moi le propos éditorial, il est sur le fait de dire on aide le festival à se faire connaître aussi et on crée un jeu qui a un intérêt ludique pour d'autres raisons. Là. Par exemple pour l'Alchimie, c'est un jeu sur le mythe de Dédale avec le Minotaure et du coup il y a un petit côté historique rigolo, mais il n'est pas comme on voit classiquement, c'est pas très... c'est pas aussi recherché que d'autres thèmes, mais le jeu est cohérent. Il est cohérent avec ce que propose le festival parce que le thème de cette année c'est la mythologie. Et nous, dans notre démarche, en fait, on est en train de créer un jeu un peu. Enfin, le propos éditorial, il est ailleurs, quoi. Donc, je m'interdis pas du tout de faire des choses moins engagées de façon visible sur le thème. Après, là, on parle beaucoup du thème, mais il n'y a pas que le thème. Voilà, c'est ça. Je veux dire, l'engagement, il est effectivement sur le thème. Hein. Après, en passant rapidement, après, il y a eu aussi Biomos, qui a quand même un thème aussi, et Climato, on l'a pas dit, mais on comprend au titre que il y a le thème est aussi l'énergie, en gros. Voilà, exactement. Il y a Mixart qu'on a pu découvrir à Cannes. Arrive à la fin de l'année, ouais. Ouais, voilà. Et moi, j'ai pu y jouer à Cannes et puis qui a vraiment là où c'est vraiment l'art qui est mis et le street art qui est mis au centre. Mais il y a aussi, toi, tu t'engages quand tu parles d'engagement, c'est aussi l'engagement sur la fabrication de tes jeux.
Le fait, tu nous avais expliqué, je pense qu'on en parlait avec Matt dans les retours sur Rennes, que bah voilà, il y a pourquoi mettre un sablier dans la boîte de Dictopia, sachant que des sabliers, on peut en avoir chez nous, ou on peut utiliser, on a tous quasiment maintenant des téléphones et on peut utiliser les chronomètres. Est-ce que c'est pas de la enfin, c'est même pas qu'une question de réduire le coût, qui peut être aussi un aspect, parce que le coût, c'est aussi des jeux trop chers, ils vont moins être accessibles à une certaine population, mais c'est aussi éviter de produire des choses inutiles finalement. Donc je pense que l'engagement, toi, tu le vis aussi sur cet aspect-là. Totalement. En fait, ça, c'est un peu appliquer parce qu'on pourrait mettre des thèmes. Tu peux mettre un thème écologique et le fabriquer de la pire des façons. Si tu abstrais le côté, le côté de réalité de ce que tu appliques et de ce que tu défends comme propos. Et d'ailleurs, beaucoup le font, des fois. Il y a des thèmes qui sont incohérents avec ce que font les gens, ce qu'ils défendent, et ils disent, oh, mais c'est pas grave, ça c'est fictif, ça n'a pas de valeur. Donc, on s'applique nos propres valeurs. Et la première application en tant qu'éditeur, c'est le choix de comment le fabriquer, quel matériel on met dedans, avec quelle matière on utilise. Et aujourd'hui, on fait effectivement le choix d'une fabrication la plus écologique possible. Alors, une fabrication écologique, ça ne veut pas dire que c'est bon pour la planète, ça veut juste dire qu'on essaie de limiter au maximum l'impact environnemental. Et du coup, on fait des choix comme aujourd'hui, on fabrique en Europe dans une usine spécialisée dans l'écologie, en gros, qui a un label qui assure que par exemple, tous les encres sont des encres végétales, que le plastique qui entoure la boîte, c'est pas un plastique classique, c'est un bioplastique qui est compostable, qu'il n'y a pas autrement du plastique à l'intérieur du jeu, qu'il n'y a pas de vernis sur la boîte. Vous savez, le joli vernis qu'on met pour faire des jolis effets. Aujourd'hui, alors potentiellement c'est en train de changer parce qu'ils essaient de créer justement du vernis plus écologique, mais aujourd'hui, ça, c'est pollué pour rien. Et plein de boîtes le font parce que c'est joli, tu vois, et qui réfléchissent même pas à l'impact que ça a, quelle matière on utilise. Et après, il y a l'évidence, c'est le jeu de société, c'est beaucoup de carton et de bois, de papier. Ça vient d'arbres, forcément, de forêts. Les forêts, il y a plein de façons de les gérer. Il y a quelques labels qui existent, dont le label PEFC et FSC. C'est pas parfait, mais normalement, ça garantit à la fois le côté gestion écologique et à la fois aussi le côté gestion humaine de ces forêts. Donc nous, on s'astreint à mettre tous nos jeux, ils ont le label FSC aujourd'hui. Quand on fait ça, fabrication en Europe, label FSC, etc., on paye beaucoup plus cher notre production que si on le faisait sans prendre en compte tous ces aspects-là. Aujourd'hui, des chiffres que j'ai, 90% des jeux qui sortent en France sont produits en s'en foutant totalement de toutes ces conséquences-là, qui fait que quand ils produisent un jeu, tous ces éditeurs-là, ils ont plus d'argent pour leur marketing ou d'autres choses. C'est un peu invisible. Alors après, oui, il y a l'histoire des vrais choix, comme pas mettre un sablier dans un jeu, parce qu'on n'a pas réussi à le fabriquer de façon non... en gros, il faut du plastique, en gros, et les alternatives en verre, c'est trop compliqué, et c'est pas fou. En Europe, ça n'existe pas trop. Du coup, on l'enlève, on fait un choix fort en prenant le risque que les gens sont en mode « Oh, il est où le sablier ?» Bon, il se trouve que ce risque-là a plutôt été bien reçu parce qu'on a eu peut-être depuis les 20-30 000 exemplaires, enfin les 30 000 exemplaires produits, mais 20 000 qui sont vendus. Il y a eu 2 personnes qui ont râlé, donc c'est bon, il y a pas, c'était un faux problème. Mais en fait, les gens osent pas le faire, les éditeurs et les éditrices, parce que ça fait peur, et si tu te plantes, il se passe quoi? Donc, et en même temps, je pense que parfois, il vaudrait mieux mettre rien que de mettre du matériel cheap, tu vois, en fait. Je sais plus sur quel jeu je me suis fait la réflexion en me disant, ils avaient mis des dés qui étaient vraiment dégueulasses. Et je me suis dit, en fait, comment tu peux mettre des dés aussi pourris? Et en même temps, je me dis, en vrai, il ferait mieux de pas les mettre du tout. Ce serait pas plus mal, quoi. Mais ça a des implications économiques fortes, comme le fait que sur la taille de la boîte, par exemple, aujourd'hui, et c'est normal, quand je sais rien, les jeux de société sont beaucoup offerts en cadeau. Si tu as une boîte toute petite ou qui paraît un peu cheap, comme tu disais, ça donne moins envie de l'acheter à un prix en plus qui est corrélé forcément à comment tu le fabriques. Et moi, je rêverais, pareil, d'un monde où on fait des jeux, pas qu'on n'achète pas des jeux pour la taille de la boîte, mais qu'on achète des jeux pour leur propos. Tu vois, un film qui dure 1h30 ou 2h30, il est au même prix, tu vois. Ouais. Mais il y a une implication réelle pour le concept du jeu et pas pour le matériel, parce que c'est toujours la difficulté, c'est qu'on a toujours l'impression en fait d'acheter le matériel plus que le game design, quoi. Ouais, et pas que pour le matériel. Le matériel a un impact, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites où tu crées des boîtes avec plein de vide pour que ça ait l'air d'être un jeu chouette. Alors, si c'est chouette, tout le monde s'y retrouve, mais en fait, ça a un impact. Si tu fais un jeu 2 fois plus gros pour le transport, la boîte elle prend 2 fois plus de place, donc le camion il pollue autant quand il traverse, quand il voyage. Donc tout ça a des implications et très peu de gens le prennent en compte. Et quand on voit, c'est un débat aujourd'hui qui arrive sur plein de sujets. Par exemple, il y a beaucoup le sujet de l'IA qui est très bien, où on défend le côté humain et tout, parce qu'on veut en réfléchir à un demain important, où il y en a qui veulent s'engager en disant en fait je veux plus faire de jeux avec des gens qui utilisent de l'IA. Moi j'ai envie de dire faisons la même chose pour l'écologie. Ne bossons plus avec des gens qui ne font pas des jeux de façon
en faisant attention à l'écologie, parce que c'est vital si on veut qu'on existe demain. Le problème, c'est comme 90% du marché fait ça. Ou produits dans des pays, ou des jeux produits dans des pays dont les conditions de travail ne sont pas du tout conformes tu vois, à nos aspirations sociales. On peut se poser Ou au moins faisons un effort, ou au moins réfléchissons à l'impact que ça a, et pas juste en disant on s'en fout. Et l'accessibilité aussi en termes de coût, pour que le jeu soit un vrai loisir populaire. Parce qu'on disait, en fait, il y a des gens aussi qui n'ont pas accès au jeu parce que lire une règle, c'est un frein pour certaines personnes. Parce que il faut pouvoir prendre le temps de le faire. Tout le monde n'a pas la même disponibilité. Il y a aussi en termes de coût. Avoir des jeux qui sont accessibles financièrement à tous les types de populations, ça fait partie aussi de l'engagement pour toi Oui. Alors on essaie de faire justement quand je parlais du jeu pour l'alchimie de Toulouse. Du coup, on a fait un jeu petit aussi pour qu'il soit accessible en termes de prix. En gros, il sera à 12 € en boutique, et pour le festival, il sera vendu à 10 € pour que tout le monde puisse un peu se le procurer. Donc il y a une vraie réflexion sur effectivement faire un jeu plus petit en matériel et en fabrication, permet de le diffuser à plus de monde. Nous, notre compétence de game designer avec les auteurs et autrices, c'est de dire en fait, même un jeu comme ça peut être très intéressant. C'est pas parce qu'il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de matériel pour faire un jeu intéressant. Et dans cette direction plus globale, il y a aussi d'autres choses que moi j'aimerais bien faire. C'est par exemple, aujourd'hui, il y a des ludothèques qui proposent plein de jeux, ou il y a des bars à jeux qui proposent plein de jeux. Donc tu peux avoir accès à des endroits sans forcément avoir besoin d'acheter, où il y a des gens qui peuvent t'expliquer, ou des choses comme ça. Sauf que l'écosystème n'est pas encore tout à fait mature là-dessus. Et si moi je rêverais de donner tous mes jeux à tous les ludothèques, sauf que le problème c'est qu'il n'y a pas de modèle où c'est reversé après aux artistes qui créent le jeu, contrairement à d'autres milieux. Ouais, et ça justement, je pense que j'avais compris que c'était un des aspects pour militer sur le fait que le jeu soit considéré comme un objet culturel, parce que ça veut dire qu'il y aurait une sorte de redevance qui serait payée pour que les auteurs en fait aussi bénéficient de cet usage. Ça peut ouvrir la porte, si j'ai bien compris, ça peut ouvrir la porte à ce genre de choses. Ouais. Mais c'est sûr que tant que c'est pas reconnu comme objet culturel, c'est difficile de défendre ce genre de choses, parce que du coup, tu es en mode, c'est comme une chaise, donc pourquoi est-ce que ça reverserait une partie? Enfin voilà, donc oui, il y a la reconnaissance officielle, on va dire, de l'objet culturel, parce que pour moi, il est de fait, c'est juste qu'il y a un décalage entre le... Oui, c'est qu'une reconnaissance légale finalement. Oui, on va dire ça comme ça. Aura potentiellement des implications, mais qui peuvent aussi être des implications qui créent d'autres complexités. Hein. Ça peut, par exemple, dans le livre aujourd'hui, quand on donne à une boutique un livre, elle peut le renvoyer. Et du coup, il y a beaucoup de mise au pilon, qui est aussi une aberration. Et aujourd'hui, dans le jeu de société, pour le coup, quand une boutique achète le jeu, elle est un peu obligée de le vendre. Donc, c'est à elle de se débrouiller, et elle est obligée d'assumer ça. Donc, il y a aussi d'autres effets qu'il faut anticiper sur la reconnaissance culturelle. C'est pas juste pour que tout le monde gagne plus d'argent. Ça aura des implications plus globales. Il y a plus d'enjeux derrière. Mais après, ça ne veut pas dire qu'on copiera les autres milieux culturels. C'est juste qu'on voit ce qui a été fait dans nos milieux culturels. Et je pense que ça peut créer du positif d'avoir cette reconnaissance-là. Par exemple, un exemple très concret qui est aujourd'hui un problème avec comment ça s'appelle là, les chèques culture. On peut acheter des objets culturels, mais on ne peut pas acheter de jeux de société, normalement. Parce qu'il y a toujours des endroits où ils vendent un peu de tout, donc ça passe. Mais alors qu'on peut acheter des mangas, par exemple. Pourquoi ? Parce que le jeu de société n'est pas officiellement reconnu comme un objet culturel. Une question aussi que je me posais, quand on est un éditeur un peu atypique, un peu beaucoup dans le monde du geek, comment ça se passe quand tu te retrouves? Est-ce que déjà tu es adhérent à l'UEJ ou pas? Et si oui, est-ce que tu sens que tu as une position différente des autres éditeurs ou pas du tout? Alors, oui et oui. Mais je suis adhérent parce que j'ai l'impression que je suis aussi adhérent à la SAJ à titre perso. Et voilà, et là, je suis en train de réfléchir au contrat proposé aux illustrateurs et illustratrices. Du coup, j'ai contacté la CIL pour essayer de comprendre ce qu'ils défendaient. Donc, il y a vraiment une volonté d'essayer de faire les choses au mieux pour tous les acteurs et actrices. C'est beaucoup de frustration d'un point de vue personnel, parce que moi, je veux changer les choses vite et que les choses évoluent lentement. Mais après, à l'intérieur, par exemple, pour prendre l'exemple de l'UEJ, il y a des commissions où chacun peut et chacune peut demander à faire partie des commissions pour avoir un impact qui se passe. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, je fais partie de la commission qui, justement, s'occupe des questions environnementales, des co-responsabilités. Et en fait, à l'intérieur de cette commission-là, il y a d'autres acteurs qui font partie de l'UEJ qui sont aussi
qui sont aussi engagés à leur façon. Et en fait, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs plus ou moins... chacun et chacune un peu atypique à sa façon, en vrai. C'est juste qu'il y en a qui sont plus dans la norme de ce qui est attendu et d'autres qui le sont moins. Je suis pas... moi, je vois pas ça comme... je me vois pas en opposition aux autres, en fait, éditeurs et éditrices. Je me vois plus en mode... J'ai envie de pas rester dans le... Enfin, de pas juste se dire que le monde du jeu, c'est juste ce qui est aujourd'hui et qu'on a un gâteau à se répartir. Moi, je suis en mode, en fait, on est dans un petit monde, même s'il y a plein de monde, hein, et c'est génial, et il y a toute une effervescence, mais que le potentiel, pour moi, c'est l'humanité, quoi. Il y a pas de... Tout le monde peut jouer, donc l'idée, c'est pas de se dire, est-ce que je pique des parts aux voisins, ou à la voisine. L'idée, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on agrandit la diffusion de ce médium au maximum de monde, et qu'en fait, je pense que à peu près chacune et chacun y a sa place. Et après, s'il y en a qui font la même chose, bah, ils s'arrangent entre eux, ils font la même chose, ils ont le droit de faire la même chose. Il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Même si évidemment, sur la façon de faire, par exemple, je m'inscris en opposition avec ceux qui fabriquent pas écologiquement. Je serais pas d'accord avec eux. Mais voilà, je leur dis, vous n'êtes pas d'accord. Je leur dis, vous pensez qu'est-ce que demain, il y aura encore du monde du jeu si tout le monde fait comme vous? Bah, après, ils prennent leur responsabilité et ils disent, oui, mais ouais, ça me permet d'avoir 20 000 euros de marketing. Donc, ça me permet de diffuser mon jeu et d'exister. Chacun fait ses choix. Moi, je fais mes choix. Je prétends pas qu'ils soient parfaits. C'est juste de faire au mieux. Mais tu les fais en conscience, quoi. J'essaye. Et je les fais évoluer en fonction de ce que je sais, parce qu'il y a aussi des problèmes d'information. De data, de savoir vraiment ce qui se passe. Des fois, on fait des choix qui paraissent bien et qui ne le sont pas. Et des fois, on fait des choix invisibles, comme ce fameux sablier qu'on met pas. On ne peut pas communiquer sur un truc qu'on n'a pas fait, tu vois. Mais d'un point de vue moral, on va dire, de l'autre côté, ça a été une vraie réflexion. Et au final, quand ça y est pas, bah, c'est chouette. Nous, on sait que c'est chouette. Et voilà, là, on en parle, donc d'autres personnes le sauront. Mais la plupart des gens s'en rendent même pas compte. Et c'est très bien. Très bien. Bah, écoute, Johan, je te remercie beaucoup pour cette discussion. Eh bien, merci à toi. J'ai une toute dernière question. C'est qui est ce chat noir qu'on voit sur ton site? Parce que je suis une fan de chats. Donc voilà, je voulais savoir si c'était ton chat ou un... Qui était ce chat? Alors, il y a plusieurs sens, sinon c'est pas drôle. Ça se base pas mal sur encore une fois, des petits échos, des petites réflexions politiques. Ça fait écho notamment au chat noir anarchiste, qui est un petit chat entouré... qui est un petit chat qui est pas content, on va dire, ça gentiment, dans un cercle noir. C'est écho au fait que les chats, c'est joueurs, et dans la façon dont il les fait, où il est un petit peu taquin, et il ressemble un peu à une forme de pion. Et il y a aussi un peu cet aspect de... C'est marrant parce des fois on diffuse ce chat sur des éléments de communication sans marquer subverti, juste pour le côté mignon, joli. Mais je n'ai pas de chat, parce que je vis en appartement, et je trouve que le côté indépendant du chat me plaît pas mal, et que c'est parfois de l'enfermer dans un endroit, comme je vis en appartement, je trouve que c'est pas le lieu le plus facile le plus facile, il y en a plein qui le font, hein, il y a des chats d'appartement, mais moi j'aime bien le côté un peu sauvage et indélu. Voilà. Très bien. Bah, merci encore, Johan, pour cet échange. Et écoute, moi, je suis hyper sensible à la démarche que tu portes, et sur le fait d'avoir des choix forts en termes éditoriaux. Je trouve ça super important pour apporter cette diversité, hein, et montrer qu'on peut aussi avoir des propos qui sont assumés sans que ce soit ça enlève les qualités ludiques. Je pense qu'on le dit pas assez souvent, enfin, on veut pas assez souvent le voir. On remercie tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Et puis, à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.